Bonjour à tous, on est à Paris, au pied de la Tour Eiffel. 7e édition du Village international de la gastronomie. Donc on va aller voir ce qui s'y passe. On vient de rentrer dans le festival. Donc cette année, il y a 62 pays qui participent au Village international de la gastronomie. Et cette année, le pays à l'honneur est le Cambodge. Donc on va aller voir tout ça. Quel pays représentez-vous aujourd'hui? C'est bien, ça se voit, le rouge et le drapeau avec l'étoile verte, c'est le Maroc. Le Maroc, exact. Donc la gastronomie marocaine. Quelle est la spécialité marocaine? C'est vaste, c'est large. Donc vous avez du tout, vous avez les baklawa, les gâteaux, le thé marocain, les pastéas, ouais, c'est varié. Vous avez bien vu derrière, donc il y a du choix. Il y a tellement de variétés, je ne peux pas vous dire. Donc le tagine, ça ne s'arrête pas. Bonjour, donc, je représente Haïti Média TV. Je suis très impressionnée par vos costumes. J'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus sur quel pays et quelle est la raison de votre présence ici. D'accord, bonjour. Alors tous les costumes, c'est moi qui ai créé, je suis créateur de Paris. Et là, c'est représentant de la Thaïlande. Du coup, c'est la costume de la déesse de l'époque de 100 ans en arrière. Ouais. Et donc là, vous représentez la Thaïlande. Vous pouvez nous parler un petit peu comme on est dans la gastronomie aussi. Vous pouvez nous en dire un petit peu? Je l'ai passée, elle la connaît mieux que moi. Ok. Alors que la nourriture, c'est très très bon. On connaît la Thaïlande. Du coup, il y a beaucoup de choses à découvrir. Un typique, il y a des pimentés, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a salade de papaye, il y a aussi il y a les laps, ça s'appelle des salades de viande. Et aussi, il y a pad thai. Et après, il y a le tom yum, c'est le plus connu. Tom yum kung, c'est les soupes de crevettes, un peu pimentées, tout ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. Très bien, on a hâte. Ça paraît très très bon tout ça. Merci à vous. Alors, vous êtes une troupe de danseuses? Ah oui, non, on n'est pas une troupe de danse, non, on est plutôt compagnie de groupe de théâtre. Mais aujourd'hui, nous exposons pour Saveurs Créole 509, la gastronomie haïtienne qui représente aujourd'hui Village Créole avec Saveurs Créole 509, notre chef Carline Irentus. Et bien sûr, nous sommes des ambassadrices. Nous représentons aussi Stéphanie Larieux-Couture, qui est notre créatrice. Qui nous habille. Voilà, qui est la créatrice de ces tenues aujourd'hui et qui nous représente aussi auprès de notre chef Carline pour vous, bien sûr, sublimer aujourd'hui de notre présence et bien sûr par ses créations. Voilà, donc Saveurs Créole 509, c'est la gastronomie haïtienne où vous pouvez trouver bien sûr tout ce qui est bon à manger, tout ce qui est notre culture de la gastronomie, bien sûr, qui représente bien sûr notre façon de faire, que ce soit la façon de cuisiner, la façon de représenter les plats. La façon bien sûr aussi d'élaborer tout à fait la présentation de nos plats et bien sûr le goût. Alors le goût c'est très important et la chef Carline elle est là pour vous présenter tout ça aujourd'hui dans son stand Saveurs Créole 509 sur la gastronomie haïtienne. On arrive au Brésil, donc on va aller voir ce qui se passe dans ce stand. C'est une petite boule au fromage, on va goûter. Ça c'est Dompler, vient do Brasil, de Minas Gerais, là du centre-ouest du Brésil. D'accord? Ça c'est la cachaça. Ça c'est l'alcool local du Brésil. Oui, c'est Minas Gerais, c'est là du Brésil la cachaça. Normalement cette cachaça c'est très fort, mais mettre là com glaçon, citron vert, então c'est bon. Allez dégoûter pour y dire pour moi c'est bon non? Bon, on va goûter ça alors. Oui.
C'est la soda brésilienne. Ah, ça c'est le guarana, oui, c'est une boisson énergétique. Alors, à Paris, vous êtes au pied de la Tour Eiffel. Comment vous sentez l'émotion des visiteurs sur votre stand? Ça? Oui. Le fait que tu sois à Paris, au pied de la Tour Eiffel, ça te fait quoi d'être ici? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu es content d'être ici à Paris, au Ah, pied de la oui. Tour Eiffel? J'étais très content ici. Pour l'événement, la Village de la Gastronomie, c'est la 7e édition, je pense, oui. Et c'est très magnifique, c'est beaucoup de monde vient ici, c'est tout le monde, Londres, Paris, c'est 60 pays. Et au Brésil, aujourd'hui, c'est représenté avec la Matata, qui est organisatrice. Et aujourd'hui, il n'y a pas, mais après elle vient. Et ela c'est ici, j'ai 7 ans ici. Et aujourd'hui, c'est mon canton représentant le Brésil, mon premier an. Et ça. Okay. Merci beaucoup. J'existe depuis 2002 en Martinique, donc ça m'arrive de faire le va-et-vient pour les différentes foires. Et ici, c'est mon premier village gastronomique. Et je suis vraiment satisfaite de découvrir les différents pays et principalement présenter mes produits, donc la noix de coco auquel les gens raffolent et les différents parfums comme le giromont qu'on a essayé de mettre à l'honneur cette année. J'ai pas entendu quel parfum. Le giromont. Alors c'est quoi, vous pouvez présenter? Le giromont chez nous, c'est comme chez vous ici, ça ressemble au potiron. C'est la forme qui change, tout ça, et le vôtre est plus sucré, ça dépend. Et bon, là j'ai essayé de travailler, enfin je l'avais déjà travaillé, hein, mais comme ça ne faisait pas partie de mes glaces ici, donc pour valoriser un petit peu, donc j'ai présenté l'igname et le giromont. D'accord, ça a une saveur un petit peu sucrée, comment c'est un peu comme le potiron? Le potiron, c'est sucré, hein? C'est comme toutes les glaces, hein? Puisqu'il y a une préparation. Donc, il y a les différents épices qu'on met dedans, le sucre, le lait, enfin, tout ce qu'il faut mettre pour relever un petit peu le goût. Et vous avez aussi les différents fruits de la Martinique, comme la goyave, la pomme cannelle. Vous avez aussi la pomme liane, le corosol. Donc, c'est la spécialité de glace. Oui. Il y a l'abricot pays, vous avez la pomme d'eau, vous avez aussi le curcuma, puisque je fais des plantes aussi, le curcuma, des racines. Et en plante, vous avez la menthe basilic surtout, et le corosol, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la passion, la pomme d'eau, et aussi vous avez d'autres parfums comme la canne à sucre. On met aussi à l'honneur puisque c'est très rare la canne à sucre, on ne trouve pas ça dans les supermarchés, tout ce qui est canne à sucre, c'est pas pareil. On peut trouver le jus mais pas le sorbet. Nous, je suis très content d'être venu ici en France, au village international de la gastronomie. On est au 3e jour ici. On représente donc la gastronomie ouzbek. On est fiers de représenter notre pays et on tâchera de venir les années suivantes aussi. C'est la première fois. Et moi, je suis venue présenter en fait ma soupe, une soupe que j'ai inventée, faite à base de fruits de mer. Et j'ai rajouté l'intrus qui sont les escargots d'Afrique. Et la particularité, j'ai des épices de la Côte d'Ivoire que j'ai rajouté dans cette soupe-là. Et cette soupe-là, c'est une soupe qui se mange à plusieurs. Ça crée une convivialité, ça crée une ambiance autour. Donc je suis venue montrer ça aux yeux de l'international. Donc voilà la soupe qui est là. Et j'ai fait aussi de la sauce graine foutou. C'est la sauce graine déjà.
avec du foutou. Le foutou, c'est la banane plantain qui se pile, mélangée avec du manioc, qui donne une boule comme ça, qui se mange avec la sauce graine. Et la sauce graine, c'est une sauce qui se fait avec les pulpes de la graine. Donc c'est un peu rouge comme ça. L'autre côté, on prend pour faire de l'huile rouge. Et le reste, là, c'est ça les pulpes de la graine. C'est ce qui fait la sauce graine. Et on a aussi du yassa. On a du poisson frit. On a aussi de la tchéké. Voici la tchéké. Et j'ai fait aussi du riz. Du riz. La particularité du riz, c'est que je l'ai fait avec du champignon noir d'Afrique. Donc dans ça, il y a le champignon noir d'Afrique qui relève ce goût. Donc voilà. Ça doit être très savoureux et très... beaucoup de saveurs, ça doit être plein de saveurs. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être là au pied de la Tour Eiffel avec les 62 pays qui participent à ce festival? Ça me fait très très plaisir, je suis très contente. Et ce que j'ai aimé par exemple à ce village, c'est l'échange en fait. C'est une découverte puisque j'ai découvert aussi d'autres pays et d'autres saveurs de d'autres pays. Et c'était ça, j'étais curieuse à voir d'autres produits. Donc je pense que dans un avenir pas loin, j'irai découvrir d'autres pays pour pouvoir... j'ai d'autres épices que j'ai repérées par exemple, que je vais partir récupérer aussi pour pouvoir faire d'autres plats que je vais inventer. L'ouverture à la culture et à la gastronomie universelle alors. Oui, effectivement, pour moi, c'est ça. Et c'est le restaurant Le Son des Mamites qui est venu représenter à ce village. Et c'est toujours un plaisir pour moi. De la internationale de la gastronomie au pied de la Tour Eiffel? Déjà là, c'est la première fois que je viens. Et là, sillonner les allées, ça me fait découvrir énormément de plats que je ne connaissais pas. Même si j'organise un salon. Et après, il faut savoir que souvent les salons que j'organise, c'est des salons mixtes. Donc le fait de voir toute cette gastronomie, ça nous fait découvrir. Et en plus de ça, un seul point. Et en plus de ça, en dessous de la Tour Eiffel, c'est encore top. Donc ça fait du bien à tout le monde. Et en plus, on a un petit peu le soleil qui arrive, alors c'est encore mieux. On croise les doigts, il ne faut pas crier. En tout cas, vous êtes très belle, hein? Oui. J'ai beaucoup de casquettes. Je suis chef de cuisine, chercheur, ambassadeur au PAM, membre de l'Institut de gastronomie française. Bref, j'ai fait toute ma carrière autour de la gastronomie, de la recherche culinaire. Et j'ai une expertise sur les cuisines d'Afrique et des Caraïbes. Donc les questions culinaires d'Haïti me parlent et me passionnent parce que dans l'anthropologie culinaire, ce que je déploie et que je développe, on a beaucoup de similitudes avec les cuisines d'Afrique et d'Haïti. Vous représentez quel pays? Moi, je peux vous dire que je ne sais même plus quel pays, parce que je suis né au Cameroun. Mais comme je voyage de par l'Afrique et de par le monde, je me sens un peu à l'aise chez moi et je peux, en tant qu'ambassadeur de gastronomie donc africaine et afro-créole, parce que c'est vraiment des fois un ADN similaire. Parce que quand vous regardez certaines cuissons, certains plats, nous avons beaucoup de similitudes. Donc forcément, moi je me dis, ça ne peut qu'être avoir un socle commun. On peut dire pas simplement qu'identitaire, mais ce que nous partageons avec les autres peuples, c'est souvent aussi ces principes de culture culinaire et ce que j'ai écrit dans mon livre, Le patrimoine culinaire africain, c'est les transversalités culinaires. Partir du Cameroun par exemple, aller à Haïti et regarder comment ils mangent les haricots, ils mangent le riz djonjon, le poulet, et se retrouver un peu comme chez nous. Même la soupe djoumou, là, je pense, comme ça qu'ils font. Soupe djoumou, on a des soupes comme ça chez nous aussi.
Et ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel avec tous ces pays qui concourent dans ce festival? La France, par son excellence gastronomique, il faut savoir que la France s'est développée en sécurisant la cuisine de terroir, en faisant donc une orchestration vraiment spécifique avec un cahier de charges précis quand on parle du terroir culinaire français. Les bouchons, les sauces traditionnelles, etc. Vraiment érigé d'Escoffier. Donc, moi, ça me montre simplement que tous ces véhicules de ces grandes nations qui sont donc là, parler de leur cuisine, ils doivent préserver leur identité culinaire traditionnelle et la sécuriser comme la France l'a fait pour devenir le pays de la plus grande gastronomie au monde. Ces pays ont des essences culinaires qu'ils doivent préserver. En les préservant, pour les préserver, il faut les montrer. Il faut que les gens goûtent, par exemple, qu'ils découvrent. Mais c'est surtout un appel aux nations, au gouvernement, de trouver des mécanismes pour préserver les traditions culinaires ancestrales. C'est essentiel pour l'avenir. Tout le temps, sont en plein développement. Donc l'Afrique est en plein boom. Et ces mécanismes, il faut les voir. Bon, on a tous ces problèmes où les jeunes s'en vont, veulent partir. Mais les gouvernements font tout pour que les populations se maintiennent et que les jeunes restent sur place. Ce sont ces mécanismes-là. J'ai été invitée aujourd'hui par le ministère du Tourisme de la Côte d'Ivoire et l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France pour exposer des romans. Et justement, ça faisait bizarre. En fait, les gens se disaient, mais on parle de gastronomie, qu'est-ce que vous faites ici avec vos livres? Je dis, on a bien des recettes de cuisine. C'est vrai que je n'en fais pas, mais il y a un lien. Il y a un lien entre l'écriture, entre la gastronomie, entre les livres qu'on présente et notre présente sur ce site. Alors j'ai entendu dire que vos livres étaient présents dans le système scolaire africain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. J'ai ma première œuvre intitulée Douleur intime, parue en 2017, qui a été présente tout de suite la même année au ministère de l'Éducation nationale à cause des thématiques en fait. Donc il nous parle de grossesse en milieu scolaire, qui nous parle du VIH-Sida, des relations parents-enfants et des amitiés. Et là, donc, je vois que vous avez des livres pour enfants et des romans. Tout à fait, j'ai des livres pour enfants, notamment quand je vous prends par exemple Kouli la petite albinos, qui va parler de l'albinisme. Donc moi, j'ai été enseignante, je suis éducatrice spécialisée de formation, donc travailleuse sociale. Pour moi, c'est depuis la base, c'est depuis le bas âge qu'il faut parler aux enfants, il faut leur inculquer cet amour. Donc avec Kouli la petite albinos, c'est l'amour de soi, l'acceptation déjà et accepter l'autre. Donc c'est très important pour moi. Donc du coup, mes œuvres vont plus toucher les adolescents, les enfants et aussi les parents. Voilà. Oui, l'acceptation et surtout éviter l'exclusion. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vrai que j'ai appris que l'albinisme est très mal vu en Afrique. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, je vais toujours rebondir sur ce livre. Kouli, qui est cette petite-là qui naît dans le village de son père. Et dès sa naissance, elle est chassée parce que tout de suite, sa couleur de peau repousse. C'est une malédiction, on n'a jamais connu ça ici. Et ce qui fait le plus mal, c'est que le papa, il a participé à ça en fait. Il a chassé son bébé et la maman et sa femme parce que voilà, dans son village, ça n'existe pas. Et du coup, c'est de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, l'albinisme, c'est plus une maladie. C'est plus une maladie, mais de moins en moins. Mais on en rencontre quand même dans des contrées lointaines où le fait de naître albinos, tout de suite, c'est exclusion. Voilà. Et à travers ce livre, je demande aux enfants d'abord de s'accepter et d'accepter l'autre malgré son handicap, en fait. Et c'est très important. Bien sûr. Et ça vous fait quoi aujourd'hui donc d'être ici au pied de la Tour Eiffel en France dans un festival aussi grand? Je suis très contente. Moi, c'est toujours un plaisir renouvelé. Je fais pas mal de salons, notamment le salon international du livre d'Abidjan, le salon africain, le salon du livre africain de Paris. Je fais beaucoup de rencontres. Moi, c'est des moments qui m'animent. Et être ici, surtout en tant que seul auteur, pour moi, c'est vraiment un gros pur privilège. Donc, je suis au milieu de toutes ces fumées, de toutes ces saveurs, en train d'écrire, en train de dédicacer. Et pour moi, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Et c'est même une chance immense d'être choisie parmi tant d'autres. Yvaine, qu'est-ce que vous souhaitez dire au monde? Quel est le message que vous aimeriez faire passer?
En tant qu'écrivaine, mon premier message, c'est apprenons à lire à nos enfants. Donnons l'amour du livre à nos enfants. Je parle toujours des enfants parce que mon lien est très fort avec les enfants. Ils ont leur place, ils ont une place très 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 importante sur la planète évidemment. Apprenons-leur à lire. Pour les parents qui vont me dire je ne sais pas quoi faire, mon enfant n'aime pas lire, je souhaite à ces parents-là d'aller vers des sujets qui parlent à leurs enfants. Un petit garçon, il aime le foot. Il y a des livres qui existent sur le football. Une petite fille, elle aime bien s'habiller. Il y a des livres qui existent sur comment s'habiller, comment se vertuer. Et c'est très important. Et pour terminer, peut-être, c'est vraiment l'amour du prochain. Moi, je travaille beaucoup avec l'humain. Aimons-nous. Le fait d'aimer l'autre, ça nous évite toutes les tensions que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Chance aujourd'hui, étant bébé, on a les livres en caoutchouc, le plastique, donc des livres de bain comme ça s'appelle. On a les livres, les albums hyper cartonnés, donc il n'y a pas de peur. Mon enfant, il va déchirer. Non, à chaque âge correspond un type de livre. Donc il n'y a vraiment pas de peur. C'est les parents même qui n'aiment pas lire. Donc ils projettent ça sur leurs enfants et après ça devient contraignant pour eux. Donc n'ayez pas peur des livres les parents. Offrez des livres à vos enfants pour des cadeaux. Rajoutez des livres, que ce soit pour Noël, pour les anniversaires. Et vous verrez que nous ferons des intellectuels de demain. Et notamment, justement, comme on parle beaucoup des écrans en ce moment, le livre, ça permet justement de faire une pause des écrans et de trouver un moment où le parent et son enfant sont rassemblés autour du livre. Exactement, il faut l'imposer même aux enfants. Il faut imposer parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rencontre quand on rentre dans une maison, dans une pièce, tout le monde est branché sur son téléphone, même à table. On sait qu'il y a des mamans qui ont imposé un panier où il faut mettre le téléphone quand on passe à table, mais tout le monde est tellement branché sur son téléphone, c'est écœurant. Mettons de côté les écrans et ouvrons plutôt les livres. C'est ce que vraiment, pour moi, c'est le mot le plus fort que je peux passer aux parents. Vous pourriez nous parler un petit peu de votre livre et de nous donner son titre déjà et nous parler un petit peu de votre livre, s'il vous plaît. Alors j'ai publié le patrimoine culinaire africain. C'était sur des questions patrimoniales et pour que la majeure partie des populations francophiles puissent découvrir et connaître, avoir des informations sur les cuisines du continent. Parce qu'à vrai dire, quand on est au Mali, on ne sait pas ce qu'on mange au Bénin, on ne sait pas ce qu'on mange, mais surtout avec une lecture beaucoup plus simple et plus populaire. L'idée quand même primordiale, c'est de faire connaître. Parce que vraiment, comme je dis, c'est 54 pays, il faut faire connaître cette richesse. C'est une richesse culinaire qui est beaucoup plus grande que les autres environnements parce qu'il s'agit de 54 pays avec toutes les influences qu'on a du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Donc on a, par exemple, on va vous dire en Afrique, on ne mange pas des poissons crus alors que dans les Seychelles, oui, alors que Seychelles, ça fait partie de l'Afrique. Donc c'est vraiment ces paradigmes. J'ai publié vraiment déjà ce premier ouvrage pour montrer qu'on a une immensité culinaire et aussi des cuisines transversales, comme j'explique. J'en ai parlé récemment sur la capacité de retrouver des identités culinaires qu'on a à Haïti en Afrique ou vice-versa. Parce que c'est cuisine voyage, hein, mais avec l'histoire de l'esclavage, des déportations, etc., des mouvements de population. Quand les populations partent, elles se déplacent avec souvent aussi leurs habitudes, leurs coutumes, leurs recettes. Parce qu'ils essaient de réinstaller d'une manière ou d'une autre dans les pays d'accueil et avec peu ou pas les produits qu'ils vont trouver. C'est ça qu'on trouve que l'un des premiers éléments qui pérennise les traditions culturelles, c'est vraiment la gastronomie aussi. Donc nous sommes présents sur le village de la gastronomie chaque année. Et cette année, on a voulu monter un pavillon Afrique afin de faire la promotion des gastronomies africaines de façon plus générale. Parce que nous considérons que la gastronomie est une porte d'entrée pour les destinations, pour faire la promotion des destinations africaines. Et plus particulièrement pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai que, comme on dit souvent, Abidjan est le plus doux au monde, c'est surtout aussi à cause de notre gastronomie. La loco, la tchéké, tout ce qui est braisé, les choukouya et tout ça. Donc vraiment, voilà pourquoi nous sommes là chaque année. Et cette année, on est très heureux d'avoir été accompagnés par d'autres pays, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya, véritablement, qui sont venus tous les jours faire la démonstration de leur cuisine. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être là au pied de la Tour Eiffel avec plus d'une soixantaine de pays pour représenter ce village international de la gastronomie ? C'est une vraie reconnaissance pour les gastronomies africaines
Parce que je pense que très souvent, la gastronomie africaine est négligée, voire rejetée beaucoup. Parce que c'est beaucoup de plats en sauce, c'est beaucoup de fumée, et puis c'est beaucoup d'aliments qu'à l'étranger, on ne connaît pas. Donc très souvent, quand on parle de gastronomie africaine, les gens limitent, ils n'ont pas envie, quoi. Donc de participer à ce type de grands événements gastronomie au point de pouvoir ouvrir un pavillon Afrique montre véritablement la place que la gastronomie africaine est en train de prendre dans les autres gastronomies, d'autant plus que les produits africains sont de plus en plus utilisés dans les gastronomies du monde. Aujourd'hui, vous retrouvez des produits africains sur les cartes de grandes tables. La table du riz, par exemple, vous retrouvez de l'hibiscus, vous retrouvez de l'attiéké de Côte d'Ivoire qui est rentré au patrimoine de l'UNESCO, par exemple. Et en ce moment, vous avez un grand engouement pour le foutou de Côte d'Ivoire, qui est le plantain écrasé. Et les cuisines africaines sont très savoureuses, elles sont très goûteuses. Et du fait de leur méconnaissance, souvent, même quand on utilise des ingrédients, on ne les source pas, on ne les cite pas. Utiliser de l'hibiscus de Côte d'Ivoire, utiliser du cacao de Côte d'Ivoire, utiliser du café de Côte d'Ivoire et le citer sur sa carte, pour nous, c'est l'objectif que nous recherchons parce que ça permet aussi de donner envie à des gens de découvrir nos pays. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on aime manger la nourriture d'un pays, ça donne forcément envie d'aller découvrir le pays. Et l'objectif général, c'est ça, c'est faire connaître notre gastronomie de sorte à ce que les gens ne se sentent pas dépaysés. Ça leur donne envie de venir parce que quand on vient dans un pays, l'une des préoccupations, c'est est-ce que la nourriture va passer? Parce que quand on a payé le billet, quand on a fait un long voyage, et puis quand on arrive et qu'on ne connaît pas la nourriture, qu'on remange des salades César, c'est pas ça. La gastronomie fait partie véritablement de la découverte et du voyage. Je ne sais pas qui va intervenir sur ça. Oui, c'est totalement vrai. En fait, on parle de cinéma, on parlait de Ratatouille, mais le cinéma, en fait, c'est un amplificateur. Vous voyez, tout le monde, je pense, ici connaît ce que boit James Bond. Si je pose la question de ce que boit James Bond, qui connaît la boisson de James Bond? Levez la main ceux qui connaissent. Bon, alors je me suis trompé. James Bond, sa boisson culte, c'est le martini. C'est le Vesper Martini. Et on sait tous que voilà, le héros boit un martini. Comme dans Harry Potter, il y a les petits bonbons, les dragées qui sont de plein de goûts différents. Moi, c'est ma génération. Ça a influencé jusqu'à jour où, quand on voyage en Angleterre, on cherche ces dragées pour revivre l'expérience qu'on a vécue dans le film ou dans le livre. Aujourd'hui, ce qui nous manque dans l'industrie du cinéma, par exemple, c'est des films qui valorisent notre cuisine et notre identité avec des scènes cultes ou des personnages qui boivent ou qui consomment quelque chose qui va devenir un produit culte. Moi, j'adorerais qu'on crée des films où le personnage principal, il est à fond sur le bissap. Elle est sénégalaise, excusez-moi. Il veut boire que du bissap. Et ça ne fonctionnera que si on intègre ce processus de construction de nos films au sein même de l'histoire et qu'on commercialise ça. C'est pas juste créer l'histoire, c'est créer aussi, peut-être affilier une marque qui va représenter le film. Il faut penser à toute la chaîne de valeur que cela crée. Et je me pose la question d'ailleurs, Ratatouille, on en parle, mais j'aimerais bien savoir combien Ratatouille a rapporté en termes de millions d'euros à la gastronomie française. Et je suis sûr que c'est un chiffre énorme. Parce que moi, quand je suis ici, combien de gens, quand tu es à l'étranger, ils te disent « Ah, tu es français, ratatouille, ratatouille ». C'est tellement connu qu'on sait que les gens vont ensuite chercher à goûter la ratatouille. Voilà, je termine sur ça. Merci. Quand tu parles de chaîne de valeur... Nous sommes invités par le pavillon chinois pour présenter des ateliers à faire des artisanats dans le chinoise. Et on voudrait présenter notre culture au public. Donc c'est pourquoi je viens ici. Et aujourd'hui, on a montré des bijoux traditionnels. Et aussi, on présentait l'atelier de faire un nœud chinois. Ça veut dire porte-bonheur. Vous pouvez nous montrer comment vous faites? Ça, faire un nœud chinois? Oui, bien sûr. On choisit d'abord une couleur. Le rouge, c'est le plus populaire. C'est la couleur du drapeau? Oui, c'est la couleur de bonheur en Chine.
fixé par les équipes. Donc les nœuds chinois sont toujours faits par une seule corde. Les cordes selon l'ordre. Et maintenant, on serre la corde. On serre la corde. Le nœud s'est formé. Ça, c'est la première étape. Et puis, on va répéter encore pour faire un grand nœud. Il y a aussi 4 pétales à côté. C'est comme une fleur. On l'offre à quelle occasion? C'est pour le nouvel an. Oui, on va accrocher des décorations de nœuds chinois dans la chambre, comme ça. Oui, c'est porte-bonheur. Et comme ça. En fait, pour la décoration, c'est plus grand. Et ça, on peut l'accrocher dans le sac ou avec le portable, comme ça. Oui, avec un portable. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On montre notre alimentaire, les nouilles, les raviolis et les desserts. Et on est tout fait maison. On est fait avec les méthodes très traditionnelles chinoises. On montre notre culture. On est nouilles et les pâtes, on est tout fait maison. Et après, on a fait des nouilles, fait les raviolis grillés. C'est sent très très bon, très délicieux. Et aussi, on a organisé avec c'est ça, avec l'autre association culture chinoise, aussi pour les fêtes ateliers, pour fabriquer les bijoux et les petites décorations. Voilà, c'est gratuit pour tous les voyageurs et nous participer. Voilà, c'est comment la fête. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais. Et c'est où votre restaurant? Nous, en fait, on est 5 restaurants à Paris et ouais, un restaurant à Châtelet. Voilà, c'est ça. C'est le 94 rue Saint-Denis. Et deuxième, c'est à Panthéon. C'est juste à côté, juste les trois. Le fait d'être ici, donc au pied de la Tour Eiffel, à Paris, ouais. Avec plein d'autres pays, ouais. Ce festival, ça vous fait quoi du coup? Vous êtes content, ça vous fait ouais, quoi? c'est bien. Je pense que c'est en France, c'est très international. Tout le monde reste là pour décoration. C'est le monde.
Voilà, c'est bien, on va faire bien de relations, voilà, bien de proposer tout le monde la culture, on est communication et les savoirs. Ouais, c'est bien, on va se connaître. Ça, c'est bien pour la monde, pour tous les pays. Voilà, c'est bien. Ouais.
chance immense, dès que je suis un endroit, Clin d'œil TV est toujours présentant. Et aujourd'hui, on a eu la chance, le privilège de performer sous le grand podium qui donne face à la Tour Eiffel avec le ballet haïtien traditionnel pêche, avec mes danseuses ici présentes. Et après la prestation sur le grand podium, alors nous sommes venus sous le stand d'Haïti, le stand de Savia Créole 609, pour pouvoir continuer l'ambiance. Vous êtes une troupe de danseuses? Oui, bien sûr. Alors, le groupe de danse s'appelle Ballet haïtien traditionnel pêche. Alors, pêche qui veut dire promouvoir ensemble la culture haïtienne. Je fais des tenues qui représentent ma tradition. Je suis dans la couture mais traditionnelle. Voilà. Je représente Haïti, ma culture à travers mes tenues. J'utilise la mode comme outil de communication. Et vous utilisez quoi comme matériaux? Parce que je vois que c'est des matériaux un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oui, j'utilise des matériaux original, on va dire, des sacs cabas, des tissus exotiques, parce qu'Haïti, c'est le soleil, c'est la mer, c'est un pays exotique. Donc voilà, je puise dans ma tradition, je puise dans la culture haïtienne pour me... Et vous l'avez un peu modernisé du coup? Voilà. La base, c'est la tradition, mais il y a toujours une touche de modernité. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel dans ce festival immense? Je suis contente de voir que mon pays brille à travers le monde. La cuisine, ma cuisine brille. Voilà, tout le monde a mangé et on est content. Merci.
Et oui, la 7e édition du Village international de la gastronomie touche à sa fin. On a passé un très très bon moment avec un beau mélange culturel, plein de saveurs et de musique. C'était Julie pour Clin d'œil télé et je vous dis à l'année prochaine.